Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, ces journées nationales ont pour moi une saveur particulière. Ce sont mes dernières journées en tant que président de la PMEP. Dans leur sagesse, les statuts de notre association ont prévu qu'un adhérent ne pouvait être élu que pour 4 années au maximum. Au bout de ce délai, il doit se retirer. C'est ce que je ferai en juin prochain. Rien n'empêche alors de se représenter. Et bien sûr, naturellement, une nouvelle équipe, un nouveau bureau se sera installé. Et évidemment, personne n'attend que nous revenions. Tout fonctionne bien, même sans nous, et c'est une très bonne chose. Le vrai problème que nous rencontrons, en réalité, c'est celui de l'absence de candidats. Je vous rappelle que vous pouvez vous présenter aux élections dans quelques semaines pour rentrer au comité. Vous pourrez donc être élu président de la PMP directement. Contrairement à l'élection de notre président, sans doute plus attirante, il n'y a pas vraiment de liste d'attente chez nous pour devenir président de la PMP. C'est un problème général que rencontrent la plupart des associations fonctionnant sur le bénévolat. Pourtant, je peux vous assurer que les 3 années que je viens de passer à ce poste m'ont beaucoup apporté sur le plan personnel et m'ont permis en particulier un regard différent sur mon métier de professeur. Comme cela a souvent été dit, la PMP a des adhérents de l'université jusqu'à l'école primaire. Et c'est vrai que cela permet de quitter son niveau d'enseignement et de voir l'école dans une globalité bienfaisante. C'est une expérience très enrichissante qui transforme le regard que vous avez sur votre discipline, sur votre enseignement. Et ce n'est pas Maurice Gleimann, qui est donc ici présent, président de la PMP il y a 50 ans, hier, et un des fondateurs des IRM, qui me contredira. Ce qui caractérise une association comme la nôtre, c'est la grande diversité des sensibilités qui la composent. Ce qui nous réunit aujourd'hui aussi, dans cette salle de conférence, c'est sans doute le plaisir que nous éprouvons à faire des mathématiques, mais aussi à les enseigner. Nous savons, vous savez tous, que cela ne va pourtant pas de soi. Indépendamment de nos convictions politiques, de nos croyances religieuses, les questions sont les mêmes. Quelle place pour les mathématiques au sein d'un ensemble de disciplines d'égale importance pour la formation du citoyen? Au sein même de notre matière, que faut-il enseigner? Que faut-il privilégier? Les volumes horaires sont contraints et des choix sont donc à faire, des choix souvent difficiles qui correspondent à une certaine vision philosophique de notre discipline et de ses raisons d'être. Chacun ici connaît les débats suscités par l'arrivée en force des probabilités et la mise à l'écart relative de la géométrie. C'était il y a quelques années. Comment envisager alors sereinement l'introduction de l'algorithmique à tous les niveaux du système scolaire? Il ne s'agit pas pour moi de porter un jugement de valeur sur cette introduction. Il s'agit de vous montrer simplement qu'elle va nécessairement impliquer un questionnement que la profession et notre association ne pourront éviter. J'y reviendrai un peu plus tard. En amont de cette introduction, il y a eu des choix politiques qui auront un impact certain dans les prochaines années sur les conditions d'enseignement de notre discipline. Il n'allait pas de soi d'insérer l'algorithmique au sein des mathématiques, même s'il y a une vraie proximité, on parlait tout à l'heure d'oxygène, entre les deux matières. Nous aurions pu assister aussi bien à la création d'une discipline informatique, avec comme conséquence la création concomitante d'un CAPES d'informatique, et la nécessité de dégager un volume horaire dans l'emploi du temps des élèves pour l'enseignement de cette nouvelle discipline. Le ministère n'a pas choisi cette voie. L'informatique est devenue une option du CAPES de mathématiques. Évidemment, l'une des raisons de ce choix tient à la crise du recrutement dans notre discipline. En élargissant le vivier, le ministère a fait le pari que cela pourrait répondre au manque de candidats en mathématiques. Il est difficile de savoir si les résultats seront à la hauteur des attentes. Ce qui est par contre certain, c'est que cela engage notre discipline et son enseignement vers une voie radicalement nouvelle. En effet, la culture commune des professeurs de mathématiques va changer. Des enseignants recrutés sur des épreuves qui, pour moitié, seront principalement liées à l'informatique, n'auront pas eu la même formation universitaire et n'auront sûrement pas la même proximité affective, entre guillemets, avec les mathématiques que celles de leurs collègues qui auront passé au concours uniquement des épreuves de mathématiques.
Pourtant, au final, ils auront tous le même grade de certifié en mathématiques. Il ne s'agit évidemment pas de dire qu'actuellement, malgré une formation identique dans les grandes lignes et un concours unique, les enseignants de mathématiques sont tous dans un même moule. Mais il est évident, me semble-t-il, que le nouveau concours qui débutera en juin prochain accentuera les différences entre collègues de notre discipline. Je ne veux pas ici juger de savoir si c'est une bonne chose ou pas. À vrai dire, pour ma part, je n'en sais rien. Mais c'est un élément que l'on ne pourra ignorer, et en particulier au sein d'une association de professeurs de mathématiques. L'apparition de l'algorithmique au premier degré, parfois sous forme d'informatique débranchée, et au collège, son évaluation déjà prévue dès juin 2017 au brevet, ne peut qu'entraîner une adaptation des programmes de lycée actuellement quelque peu indigents sur ce domaine, et évidemment des contenus des épreuves de mathématiques au baccalauréat. Il n'y a sans doute pas urgence à tout modifier. Les élèves de collège qui arriveront en seconde à la rentrée prochaine n'auront eu une formation qu'un petit peu restreinte dans la programmation, mais dès la rentrée suivante, le public devrait être bien différent. Avec 2 années d'algorithmique, ces élèves auront probablement un savoir plus étendu. Il serait alors désastreux, sur le plan pédagogique, de leur proposer en la matière des contenus plus pauvres que ceux du collège. Il y aura donc nécessité à modifier assez largement les apprentissages sur ce point. Ces changements n'impacteront pas uniquement la classe de seconde. Il faudra imaginer immédiatement leur prolongement jusqu'en terminale, et je dirais dans toutes les séries. Évidemment, une réforme globale des lycées, mais aussi du lycée dans son ensemble, faciliterait cette remise à plat. Le président de la République a exprimé sa volonté d'engager une telle réforme. Mais nous entrons dans une année électorale et la possibilité d'une alternance politique laisse planer un doute sur sa mise en œuvre. Dans tous les cas, les programmes de mathématiques du lycée devront subir un toilettage pour être en adéquation avec ceux du collège. Ces modifications ne sont pas sans conséquences pour les enseignants de mathématiques que nous sommes. Une plus grande place faite à l'algorithmique n'est pas du goût de tous. Certains y voient un dévoiement de leur discipline. Plus encore qu'avec les probabilités, qui pourtant avaient été l'objet d'une grande réserve quant à leur caractère mathématique, la programmation est parfois perçue comme un éloignement des fondamentaux de notre enseignement. Personnellement, ce n'est pas mon avis. Ce n'était d'ailleurs pas non plus pour les probabilités. Mais je pense qu'il faut prendre en compte comme légitimes les craintes et les réticences de nombreux collègues. Puisqu'il n'y a pas urgence à procéder à un grand bouleversement, il serait bien, comme cela a été fait au moins en partie pour la réforme du collège, de profiter de cette année de transition pour préparer les professeurs à des changements qui sont de toute façon inévitables. Ce serait une bonne occasion de poursuivre les efforts pour aller vers une formation continue moins indigente. Nous avons remarqué avec satisfaction sa progression en 2016, réforme du collège oblige, et le maintien des moyens au budget 2017. Nous aimerions croire à leur pérennisation. L'informatique ne doit pas être perçue comme concurrente des mathématiques. Il s'agit plutôt de 2 approches différentes qui peuvent et doivent se compléter. Les probabilités, par exemple, avec la simulation, sont un terrain idéal au lycée pour montrer tout l'intérêt de cette synergie. Si nous regardons de plus loin, ce n'est pas simplement une modification des compétences demandées aux enseignants qui est en jeu. Nous sommes en droit de penser qu'à plus long terme, les programmes de mathématiques du secondaire devront être modifiés pour faire une place à ce que l'on pourra appeler les mathématiques pour l'informatique. Un certain nombre d'associations ont commencé à y réfléchir. Un autre versant de l'arrivée de l'informatique est le numérique, et ce n'est pas la même chose. Il contient virtuellement une évolution profonde de l'enseignement. Considérons par exemple la classe inversée. Elle est devenue en quelques années une référence vis-à-vis de laquelle chacun est amené à se positionner. Elle a fait son apparition sur le site du ministère et dans les programmes du cycle 4. Le plan national de formation y a consacré l'an dernier un séminaire et donc suscite chez de nombreux observateurs institutionnels un intérêt particulier. Cette pratique, dont il ne s'agit pas de juger le bien fondé, est évidemment liée à une diffusion jusque-là jamais vue du numérique, dont les contenus sont de plus en plus faciles à produire et dont la réception est devenue quasi universelle, ne serait-ce qu'à travers les smartphones. Si le numérique intéresse tant nos dirigeants, ce n'est pas simplement un effet de mode, ni une volonté farouche de rentrer dans la modernité. Il y a peut-être, surtout,
l'attente d'une réponse efficace à la question de l'inégalité de l'école. Dernier en date, et ne faisant que confirmer les précédents, le rapport du Centre national d'évaluation du système scolaire, qui est sorti très récemment, a un titre qui met bien en évidence le mal dont souffre l'école française. Je cite « Comment l'école amplifie-t-elle les inégalités sociales et migratoires ?» Comme l'ont bien montré les résultats de la dernière enquête PISA, les mathématiques ont leur part de responsabilité dans ce mouvement. Des politiques volontaristes ont été menées par des gouvernements successifs de couleurs politiques différentes. Les inégalités persistent et même se renforcent. À l'heure où les chefs d'établissement et des enseignants sont agressés dans plusieurs lycées de France, même s'il ne s'agit pas d'y voir une simple relation de cause à effet, on peut sans doute envisager une forte corrélation entre cette violence et le rejet par une partie de la jeunesse d'une école qui offre si peu de perspectives à nombre de nos jeunes. Entre le constat des abusés fait par certains, d'un niveau qui baisse et d'exigences en berne, et celui d'un système scolaire dont l'élitisme se renforce, s'éloignant de plus en plus de l'idéal d'une méritocratie républicaine, chacun se positionnera en fonction de ses convictions personnelles. Mais le défi posé est de taille. Dans une société où la révolution numérique est en passe de détruire un grand nombre d'emplois, peu qualifiés, avec pour conséquence la nécessité impérieuse d'augmenter le niveau général de tous pour une meilleure adaptation aux emplois de demain, cette école-là, notre école, votre école, paraît singulièrement incapable de remplir ce rôle. Allons-nous assister à une véritable ubérisation de la formation? Car au-delà des révoltes bien réelles, mais sporadiques, il faudra bien que les laissés-pour-compte de notre école trouvent ailleurs les moyens d'exister dans ce monde, et l'on risque bien de voir surgir en parallèle un système scolaire dans l'incapacité de leur répondre à leurs attentes, des officines privées qui sauront le faire plus efficacement. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous en approchons. La France est championne d'Europe des cours particuliers, et Academia n'a pas trop de soucis à se faire. L'existence même d'Academia et du crédit d'impôt pour prendre des cours particuliers n'est-ce pas le constat officialisé d'un échec de l'école? L'idéal d'une école qui apporte culture, esprit critique et réflexion aux jeunes générations. Cet idéal revendiqué par tant de collègues dès qu'une réforme touche au contenu de leur discipline et à son volume horaire, cet idéal risque bien d'être remplacé par l'efficacité moins ambitieuse, mais qui répond aux attentes du public, de certaines formations. On parlera alors avec dédain d'élèves ou de parents consommateurs. Mais que penserions-nous d'un vendeur de voitures qui proposerait des Ferrari à des gens qui ne savent pas conduire? Nous ne l'aurons pas. Il ne s'agit pas ici simplement de l'échec de l'école publique. Si le succès des établissements privés ne se dément pas, c'est parce qu'ils ont institué le surentraînement permanent, le cours particulier ou collectif officiel. Loin d'amoindrir l'élitisme scolaire, ils contribuent à le légitimer. Ils ne sont en aucune façon une réponse à l'impératif d'une culture générale pour tous. Il y a une nécessité à faire évoluer notre école. Le numérique peut-il être une voie pour approcher cet objectif? Il est un peu tout pour répondre vraiment à cette question. Mais comme le fait remarquer Bruno de Vauchel dans le Café pédagogique, vouer l'ensemble du numérique en milieu scolaire aux gémonies en oubliant qu'il est omniprésent dans la société, c'est de l'irresponsabilité éducative. Si l'ubérisation de la formation doit avoir lieu, elle passera par le numérique. Les MOOC, trop vite enterrés, pourraient en constituer la préfiguration. Academia, encore, a créé Academia 365, des cours entièrement en ligne. Les défis qui sont posés à l'école nous concernent tous. Il ne s'agit pas d'attendre de bonnes mesures et de savoir que ces bonnes mesures soient prises. D'ailleurs, quelles sont-elles? Il s'agit de la responsabilité des enseignants et donc d'associations comme la nôtre d'agir dès maintenant. Il n'est pas question d'idéaliser les réponses que peut apporter le numérique à l'épineuse question de l'inégalité. Mais il ne faut pas non plus en laisser l'apanage à des entreprises privées, même si certaines ont des objectifs avec lesquels nous pourrions être d'accord. Forte de son expérience collective, forte de cette expertise que nous pouvons mobiliser chez chacun de nos adhérents, notre association s'est proposée de relever ce défi. Un projet de plateforme d'accompagnement pédagogique est né en juin 2014.
Il s'agissait déjà de proposer à l'enseignant des parcours sous la forme de vidéos et d'évaluations, lui permettant d'enrichir, de diversifier et plus encore d'augmenter sa pédagogie. Il s'agit toujours de lui apporter la possibilité d'un pilotage de la classe plus adapté aux difficultés des élèves, au travers d'évaluations diagnostiques fines, et de lui donner des outils de différenciation pédagogique. Il s'agit enfin d'apporter une caution de qualité à des contenus produits par notre association et qu'elle aura reçus de la part d'autres enseignants. Ce projet, dont le nom est maintenant Mathscope, a été reconnu immédiatement au sein du comité de suivi de la stratégie mathématique mise en place par le ministère en décembre 2014. Il a reçu un soutien appuyé du ministère par l'obtention de 6 décharges d'un tiers de temps de service pour donc des collègues très impliqués. Depuis la rentrée, une petite équipe est au travail pour que nous puissions montrer assez rapidement les premiers résultats probants de notre action. Avec la création en mars dernier de la Fédération francophone des associations pour l'enseignement des mathématiques, le projet Mathscope a vocation à s'internationaliser. Nous sommes ici dans la ville lumière, tout le monde l'a rappelé, et nous avons besoin de cette lumière pour avancer dans un avenir incertain, riche d'énormes potentialités et rempli de vrais obstacles pour notre école en général et notre discipline en particulier. C'est peut-être ce que nous dira tout à l'heure Laure Saint-Raymond dans sa conférence, parce qu'avec un désordre presque sûr, l'action est ouverte. C'est cette ouverture, cette réflexion, ces éléments de réponse à des questions difficiles que nous allons trouver, une fois de plus, lors de ces journées nationales, organisées avec entrain et passion par nos amis lyonnais. Merci à eux. Merci à vous tous d'être là pour partager ces moments. Bonne journée nationale à tous.